L'exposition consiste à trouver les bons réglages de votre réflexe numérique pour que la photo ne soit pas trop sombre, on dit sous-exposé, ou trop claire, on dit surexposé. Au début de la photographie, c'était au photographe à trouver les bons réglages pour que la photo soit bonne. Aujourd'hui, il existe de nombreux automatismes permettant de s'affranchir du réglage manuel. Il est cependant important de comprendre ce que fait l'appareil pour l'utiliser au mieux. 3 paramètres permettent de modifier l'exposition d'une photo. L'ouverture du diaphragme de l'objectif exprimée en valeur focale divisée par f5.6 par exemple ici. La vitesse de l'obturation, c'est-à-dire le temps que va être exposé à la lumière la surface sensible, exprimée en secondes, par exemple 1/250e de seconde. Enfin, la sensibilité, exprimée en ISO ou ASA, par exemple 200 ISO. Chaque valeur des paramètres possède des avantages et des inconvénients. L'ouverture agit sur la profondeur de champ. La vitesse peut créer le problème de flou de bouger et capturer ou non le mouvement. La modification de la sensibilité amène du bruit numérique sur l'image. Le photographe devra donc faire des choix adaptés à la photo qu'il souhaite réaliser tout en contournant les inconvénients liés à ses choix. Étudions ces 3 paramètres plus en détail pour en comprendre l'influence sur l'exposition. La vitesse d'obturation définit le temps où l'obturateur est ouvert à la lumière, afin de mettre en contact la surface sensible et cette lumière. Cette vitesse peut être très rapide, jusqu'à 1/8 millième de seconde, par exemple comme ici sur ce joueur de hockey, ou très long, de 30 secondes à plusieurs minutes, souvent utilisé pour les photos de nuit. Il est important de savoir que une vitesse rapide fige le mouvement, une vitesse lente capture le mouvement. Plus la vitesse est lente, plus l'appareil capture les mouvements des éléments photographiés, objets et personnes, les mouvements du photographe qui tient son appareil. Étudions un exemple. La vitesse ici est de 1/1250e. À cette vitesse d'obturation, les véhicules en mouvement sont figés. Ici, la vitesse est de 1/13e. La vitesse est ici beaucoup plus lente, le mouvement des véhicules a été enregistré. On remarque que la route est nette. Ceci grâce à l'utilisation d'un trépied. On peut aussi ralentir la vitesse pour donner une dynamique à l'image. Attention, l'utilisation d'une vitesse trop lente sans trépied aura pour conséquence une photo floue. C'est ce qu'on appelle le flou de bouger. Il est provoqué par les micro-mouvements du photographe. Pour éviter le flou de bouger, il existe 3 règles. Premièrement, la vitesse doit être supérieure à 1 sur la focale 24-36. Par exemple, à 50 mm de focale, on peut espérer une photo nette à partir de 1/50e. À une vitesse inférieure, elle sera certainement floue. Cette règle est très importante. Il est donc indispensable de connaître la focale équivalente 24-36 à laquelle vous prenez votre photo pour éviter le flou de bouger. Bien sûr, certaines personnes plus calmes, par exemple, peuvent être stables à des vitesses inférieures. C'est donc à chacun à réaliser des essais en gardant à l'esprit cette règle de base. Deuxièmement, l'appareil doit être maintenu solidement. Il existe différentes techniques permettant de diminuer les mouvements du photographe. Retenir son souffle, caler l'appareil sur un mur, ou idéalement utiliser un monopode ou un trépied. Enfin, il faut profiter des avancées technologiques quand elles sont disponibles sur votre appareil, stabilisateurs de capteurs ou d'optique. Attention cependant, les stabilisateurs réduisent les micro-mouvements du photographe, mais ne suppriment pas les mouvements des éléments photographiés, comme par exemple sur cette photo de concert. En conclusion, la vitesse doit être surveillée attentivement afin d'éviter le flou de bouger, notre ennemi. Ne pas descendre en dessous de 1 divisé par la focale 24-36. En partant de cette règle, on en déduit qu'il est plus facile d'utiliser des vitesses lentes avec des focales grand angle qu'avec des téléobjectifs. La vitesse peut être aussi réglée de façon à répondre au souhait de figer le mouvement ou d'enregistrer le mouvement.
L'ouverture désigne le rapport entre la distance focale et le diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif photographique. L'indice d'ouverture est le dénominateur de la fraction qui représente le diamètre de l'ouverture en fonction de la focale. Un objectif de focale 50 mm, ouvert à f2, littéralement focale divisée par 2, a un diamètre d'ouverture de 25 mm. Retenons simplement que plus la valeur qui divise la focale est petite, plus le diaphragme sera ouvert et laissera passer de la lumière. Ainsi, à f2, l'ouverture est très grande. À f16, l'ouverture est faible. La profondeur de champ est la zone nette de votre image. C'est donc la distance qui sépare le premier plan net de l'image, premier plan, et le dernier plan net de l'image, arrière-plan. Étudions maintenant un exemple concret. L'ouverture ici est moyenne, focale divisée par 8. Le plan de netteté est moyennement étendu puisqu'on aperçoit environ 2 bougies nettes. L'ouverture est très grande ici, f divisé par 2,8. Le diaphragme est donc ouvert et laisse passer la lumière. La profondeur de champ est très courte. Seule une bougie est dans le plan de netteté. Enfin ici, l'ouverture est très petite. Focale divisé par 32. Le diaphragme est beaucoup plus fermé. La profondeur de champ est donc grande. Toutes les bougies sont nettes. Attention, cet effet optique est également très dépendant de la focale utilisée. Plus la focale est longue, plus l'effet est prononcé. La distance du premier plan par rapport à l'objectif. Plus le premier plan est près de l'objectif, plus l'effet est prononcé. La distance du premier plan par rapport à l'arrière-plan. Plus l'arrière-plan est éloigné du premier plan, plus l'effet est prononcé. La taille de la zone sensible, enfin, plus la zone sensible est grande, plus l'effet est prononcé. Ce dernier point explique le fait que la plupart du temps, il est très difficile d'obtenir cet effet de flou avec des compacts numériques et bridge, car ils sont équipés de petits capteurs. Cette photographie, par exemple, prise au réflexe numérique, a nécessité une ouverture de focale divisée par 16 pour avoir le premier plan net et l'arrière-plan net. Avec un compact numérique, la même photo aurait pu être possible à f5.6. Sur ce portrait, par contre, l'arrière-plan a été provoqué par une grande ouverture, f1.4, sur un réflexe argentique équipé de pellicule 24-36. L'effet est amplifié malgré la proximité de l'arrière-plan. En résumé, si vous souhaitez amplifier au maximum l'effet de flou en réduisant la profondeur de champ, il faut utiliser la focale la plus longue à votre disposition, ouvrir le diaphragme au maximum, f petit, rapprocher votre sujet au maximum de votre objectif, et le positionner afin d'avoir un arrière-plan le plus éloigné possible. La longueur de la profondeur de champ est une valeur qui peut se calculer. Un logiciel très pratique et gratuit est disponible sur Internet. Il se nomme DuffMaster et est disponible sur www.duffmaster.com. Il suffit d'indiquer au logiciel votre type d'appareil photo afin que le calcul prenne en compte la taille du capteur, la focale utilisée, l'ouverture sélectionnée et la distance du sujet photographié. L'application est en anglais mais assez intuitive. Le résultat peut être affiché en mètres. Il existe même une version en ligne, directement utilisable à travers votre navigateur. La notion de sensibilité a été étendue du monde de la photographie argentique au monde numérique et donc au capteur. Elle représente l'aptitude à capturer la lumière de la surface sensible. Plus le nombre est élevé, plus le capteur ou le film est sensible à la lumière. Ainsi, un capteur réglé à 400 ISO sera 2 fois plus sensible à la lumière qu'un capteur réglé à 200 ISO. J'ai pris cette photo pour exemple à deux sensibilités extrêmes de 100 et 3200 ISO. Comme on peut le voir ici, à 3200 ISO, l'image est fortement dégradée. La netteté est diminuée et un nuage de points colorés apparaît. C'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Ce défaut est beaucoup plus visible dans les zones sombres et pourra nuire à la qualité d'une photo sur un tirage de grande dimension par exemple. Cependant,
En augmentant la sensibilité de l'appareil, cela permet de gagner en vitesse et ou en ouverture. Notons également que plus la surface sensible est grande, plus le bruit est contenu dans les sensibilités élevées. De plus, les réflexes numériques proposent parfois des corrections logicielles pour réduire le bruit. Ces réducteurs de bruit peuvent faire apparaître un lissage sur l'image, qui paraît peu naturel. Il faut donc les utiliser avec parcimonie. L'augmentation de la sensibilité doit donc être un réglage de dernier recours. Néanmoins, il est très fréquent, comme en photo de concert par exemple, que le photographe soit obligé d'augmenter la sensibilité afin d'avoir des temps de pause suffisants pour éviter le flou de bouger. Le compromis est inévitable si l'on veut réaliser la photo. C'est ainsi que les trois paramètres, ouverture, vitesse et sensibilité, sont intimement liés. Le photographe devra donc faire des choix pertinents en rapport avec la scène photographiée. Nous allons voir maintenant comment utiliser les automatismes pour influer sur un paramètre en particulier en contrôlant les deux autres. Pour bien exposer une photographie, il est nécessaire de paramétrer correctement le trinôme ouverture, vitesse d'obturation et sensibilité. Avant d'aller plus loin, faisons une petite analogie. Exposer correctement une photo pourrait être assimilé au fait de remplir un verre de lait. La sensibilité du capteur correspond à la taille du verre. Le temps de pause correspond au temps pendant lequel on verse le lait. Et l'ouverture correspond au diamètre du trou de la bouteille par lequel on verse le lait. Nous avons ici trois cas différents où deux paramètres sont bloqués. Le premier cas, avec un verre et une ouverture de bouteille de taille donnée. Si l'on verse le lait pendant un temps trop important, le verre va déborder. Si l'on verse pendant un temps trop court, le verre ne sera pas plein. Idem avec une sensibilité donnée et une ouverture donnée, si on sélectionne un temps de pause trop long, la photo va être surexposée, trop claire. Si on sélectionne un temps de pause trop court, la photo va être sous-exposée, trop sombre. Deuxième cas, avec un verre de taille donnée et un temps pendant lequel on verse le lait donné, si on utilise une bouteille avec un grand trou, le verre va déborder. Si on utilise une bouteille avec un petit trou, le verre ne sera pas plein. Idem, avec une sensibilité donnée et un temps de pause donné, si on sélectionne une ouverture trop grande, la photo va être surexposée, trop de lumière va rentrer. Si on sélectionne une ouverture trop petite, la photo va être sous-exposée, pas assez de lumière ne rentre. Dernier cas, avec un temps pendant lequel on verse le lait donné et une ouverture de bouteille donnée, si on prend un verre de toute petite taille, le verre va déborder. Si on prend un verre de grande taille, le verre ne sera pas plein. Idem, avec un temps de pause et une ouverture donnée, si on sélectionne une sensibilité trop importante, la photo va être surexposée, trop claire. Si on sélectionne une sensibilité trop faible, la photo va être sous-exposée, trop sombre. Les trois paramètres cités précédemment sont donc liés entre eux et s'équilibrent mutuellement. Ainsi, pour une même scène photographiée et pour un réglage de sensibilité donné, il est possible de choisir plusieurs couples, ouverture, temps de pause, qui donneront un résultat équivalent en termes d'exposition. Par exemple, ici, toutes les combinaisons suivantes permettent d'obtenir des photos équivalentes en termes d'exposition. 1/15e à f16, 1/30e à f11, 1/60e à f divisé par 8, 1/125e à f divisé par 5/6, 1/250e à f4, 1/500e à f2/8 et 1/1000e enfin à f2. Le choix du couple ouverture, temps de pause se fera en fonction d'autres paramètres que nous allons expliciter. Néanmoins, il faut de la lumière pour faire une photo. Les appareils utilisent d'ailleurs très souvent le flash du fait de leur faible capacité à gérer une exposition correcte. Heureusement, pour nous faciliter la tâche, tous les appareils récents possèdent une cellule. Cette cellule mesure la lumière ambiante pour indiquer à l'appareil un couple ouverture, vitesse, sensibilité adapté à la scène photographiée. Certains modes ont même été créés pour faciliter la tâche à l'utilisateur. Portrait, paysage, photo de nuit. Ces modes ne sont simplement que des réglages standards de nos paramètres pour chaque utilisation. Par exemple, en portrait, on privilégiera une ouverture grande pour avoir le fond flou,
faible profondeur de champ, avec une vitesse élevée. En paysage, une ouverture petite pour avoir tout net, vitesse élevée, sensibilité basse. En photo de nuit, enfin, ouverture petite, vitesse lente, sensibilité haute, parfois l'utilisation du flash également. Il est intéressant d'utiliser ces modes, mais il laisse quand même peu de place à la créativité. On préférera donc les modes créatifs PSAM ou TV, AV, P par exemple ici. Le mode M est le mode tout manuel. On doit ici tout régler. Le mode P est un mode semi-automatique. L'appareil choisit le couple ouverture-vitesse, mais laisse à l'utilisateur le choix par exemple de la sensibilité et de prioriser vers l'ouverture ou la vitesse. Les deux modes les plus polyvalents tout de même sont les modes A et S, AV et TV. En mode A, l'utilisateur choisit la sensibilité et l'ouverture. L'appareil adapte la vitesse en conséquence à travers la mesure de sa cellule. Ce mode est parfait pour maîtriser l'ouverture. Sur cette photo de fleurs, j'ai utilisé le mode priorité ouverture pour maîtriser le flou d'arrière-plan. La lumière était suffisante pour m'assurer une vitesse suffisante, affichée dans mon viseur pour éviter le flou de bouger par rapport à ma focale. En mode S, ou TV, l'utilisateur choisit la sensibilité et la vitesse. L'appareil adapte l'ouverture en conséquence à travers la mesure de sa cellule. Ce mode est parfait pour maîtriser la vitesse. Sur ce plan, je souhaitais enregistrer le mouvement du cycliste. J'ai donc utilisé le mode priorité vitesse pour régler celle-ci à une vitesse assez lente, permettant cet effet tout en conservant l'arrière-plan bien net. Bien que le mode manuel soit parfois utilisé dans certains cas, en studio flash par exemple, les modes priorité ouverture et vitesse conviennent à la plupart des situations. Leur maîtrise est indispensable et permettent au photographe de contrôler totalement sa prise de vue. Il arrive cependant que les réglages effectués par le boîtier soient erronés. C'est alors un photographe à corriger celui-ci. Lorsqu'on utilise les modes priorité ouverture ou vitesse, l'appareil propose un couple vitesse-ouverture adéquate mesuré par la cellule de l'appareil en rapport à la valeur que vous avez imposée. Cette cellule peut parfois se tromper et le photographe doit corriger celle-ci en surexposant ou sous-exposant son appareil. Pour ce faire, il doit utiliser la fonction de correction d'exposition, exprimée en indice lumineux. On parlera d'IL en français et 2V en anglais. Une correction de plus 1 IL par exemple doublera l'exposition. Une correction de moins 1 IL diminuera l'exposition de moitié. Ainsi, si on est en mode priorité ouverture par exemple, pour une ouverture donnée, le temps d'exposition sera doublé à plus 1 IL et divisé de moitié à moins 1 IL. En priorité vitesse, c'est le diaphragme qui sera modifié en conséquence. Sur les réflexes numériques, la correction d'exposition est souvent représentée par un bar graphe allant de -2 à +2 avec des séparations à 1/3 ou 1/2, ou à une valeur chiffrée entre -2 et +2. Je vous invite à consulter le manuel de votre appareil afin de trouver cette fonction. Étudions quelques cas qui permettront de mieux comprendre ces fonctionnalités. Associée souvent à la correction d'exposition, la fonction dite de bracketing peut être utilisée lorsque l'exposition semble délicate. Le bracketing consiste à prendre une même photo plusieurs fois à différentes expositions afin d'assurer un résultat correct sur l'une des photos. Cet outil permet généralement de prendre entre 3 et 5 photos. Le photographe choisit ainsi la différence d'exposition souhaitée, par exemple ici -1 IL pour la première photo, aucune correction pour la deuxième et plus 1 IL sur la troisième photo. Il est donc possible de corriger l'exposition directement avant le déclenchement. Cependant, la plupart des réflexes numériques proposent également 3 types de mesures d'exposition qui correspondent à certaines situations. Le premier type de mesure est appelé évaluative ou matricielle. C'est la mesure par défaut de tous les réflexes, puisque la cellule effectue une moyenne des éléments présents dans le cadre à travers un nombre de capteurs définis, de quelques dizaines à plusieurs milliers. C'est la mesure la plus efficace dans la plupart des situations. Il est cependant parfois plus difficile de comprendre à quel moment il faut corriger l'exposition. L'algorithme pouvant être très complexe, intégrant par exemple une base de données de cas typiques.
Il existe ensuite la mesure moyenne à prédominance centrale. Ce type de mesure se différencie de la première par le fait qu'elle donne plus d'importance à une zone définie, comme par exemple 10% au centre du viseur ou sur le collimateur sélectionné. Ce choix est intéressant lorsqu'on veut prioriser la bonne exposition d'un sujet principal, comme en portrait par exemple. Enfin, la mesure spot, réduite à moins de 1% généralement, ou pondérée centrale entre 1 et 10%, permet de réaliser l'exposition exclusivement à partir de l'élément présent au centre du viseur ou sur le collimateur sélectionné. La cellule ne tiendra pas compte de l'environnement autour de ce point. Ce choix est utile lorsqu'on veut contrôler précisément l'exposition en imposant à l'appareil quel élément sera référence pour le calcul. Il est d'ailleurs possible, lorsque vous êtes en mode de mesure matricielle ou à prédominance centrale, de forcer la mesure d'exposition spot grâce à une touche présente sur la plupart des réflexes numériques. Cette touche est appelée AEL, ou peut être aussi indiquée grâce à une étoile, comme chez Canon par exemple. Lorsque vous utilisez cette touche, en la laissant enfoncer ou en appuyant dessus une fois, cela dépend des marques, l'exposition est effectuée sur l'élément central présent dans votre viseur ou sur le collimateur sélectionné, et reste bloquée jusqu'au déclenchement. Cela permet, dans des situations difficiles de contre-jour par exemple, comme sur la photo ici, d'imposer une exposition maîtrisée à l'appareil. Étudions quelques cas qui permettront de mieux comprendre ces fonctionnalités. La configuration d'éclairage sur ce disc jockey était très disparate. Afin de conserver une bonne exposition, j'ai donc utilisé la fonction bracketing d'exposition de mon appareil pour réaliser 3 photos avec 1 IL de différence. Cette première est clairement sous-exposée. Cette deuxième photo, déjà plus esthétique, montre des signes de surexposition qui suppriment de la matière sur le bras, le visage ou l'arrière-plan par exemple. C'est donc la troisième photo qui fut la bonne. Notez que j'aurais également pu réaliser une mesure spot sur le visage de l'artiste. Le résultat aurait été le même. Sur certains appareils, le bracketing peut aussi s'appliquer à d'autres réglages, comme la balance des blancs ou la saturation par exemple. Quand faut-il sur ou sous-exposer ? La réponse à cette question n'est malheureusement pas absolue, car cela dépend du comportement général de votre appareil, à travers les technologies qui sont présentes, du type de mesure sélectionnée, enfin de la scène à photographier. Il est ainsi nécessaire d'apprendre progressivement le comportement de son réflexe numérique dans certaines situations délicates. Cependant, quelques cas d'école peuvent servir de repère. L'une des situations typiques où la mesure d'exposition est erronée est la prise de vue en paysage neigeux. Généralement, une cellule réalise une moyenne d'exposition des éléments présents dans le viseur. Or, ce type de paysage comporte une majorité de zones très claires représentées par la neige. La cellule va alors compenser afin de revenir à une exposition moyenne équivalente à un gris quantifié à 18%. Notre neige sera alors bien grise, comme ici. Dans une situation où une majorité de zones claires est présente dans le cadre, il est donc nécessaire de surexposer pour enregistrer la réelle luminosité des éléments. J'ai donc dû ici surexposer de 1,5 IL pour retrouver la blancheur de ma neige. Autre cas où la situation est inverse. Sur cette photo, le pont relativement sombre prend la majorité de l'espace dans le cadre. La cellule a donc correctement exposé celui-ci, mais notre ciel est totalement blanc, malgré un très beau temps de juin. J'ai effectué une mesure spot sur le ciel ensuite. On retrouve notre beau ciel bleu, mais notre pont est franchement sous-exposé. Dans cette situation, il est nécessaire de jouer avec la compensation d'exposition pour trouver une exposition intermédiaire et conserver ainsi de la matière dans les deux éléments. J'ai cependant utilisé une technique dans cette dernière photo, dite de flash fill-in. En effet, le contraste était tellement important entre le ciel et le pont qu'il était difficile d'exposer correctement les deux. J'ai donc effectué une moyenne en sous-exposant en mesure matricielle,
puis utiliser le flash pour éclairer mon premier plan. Le flash interne de l'appareil a modifié un peu les couleurs sur le pont, mais cela n'a pas eu d'importance car la photo était destinée à une transformation contrastée en noir et blanc. Certains réflexes numériques possèdent d'ailleurs des fonctions permettant le rehaussement des zones sombres en cas de fort contraste, comme ici. N'hésitez pas à les utiliser. Dernier exemple enfin, ce sous-bois. Avec cette maison en fond, reflétait une belle atmosphère. À la première prise de vue en mesure matricielle, les premiers plans étaient bien exposés. Mais certaines zones comme les arbres en haut à gauche, ou la partie ensoleillée vers la barrière perdaient en matière. J'ai donc corrigé l'exposition en sous-exposant volontairement pour conserver de la matière en vue à nouveau d'un passage en noir et blanc. La sous-exposition est donc souvent nécessaire lorsque la majorité des éléments présents dans le cadre est assez sombre. L'appareil aura tendance à exposer ces éléments comme un gris de base à 18%, et ils seront plus clairs que dans la réalité. Il est donc important de compenser l'exposition en sous-exposant. Pour contrôler l'exposition d'une photographie, ne vous fiez pas aux écrans des réflexes qui sont souvent très peu performants sur ce point. En effet, à l'œil nu, l'exposition peut varier suivant l'inclinaison de l'écran, la luminosité ambiante ou le contraste paramétré dans votre boîtier. C'est en vérifiant l'histogramme que vous contrôlerez précisément cet équilibre fragile qui est la base d'une bonne photographie. La mise au point ou focus peut se faire manuellement ou automatiquement. Le choix de mise au point peut modifier radicalement le sens d'une photographie. Il est donc important de bien maîtriser cet outil de son appareil réflexe numérique. C'est au photographe à choisir où il souhaite avoir son plan de netteté. La mise au point manuelle peut parfois être utile dans des conditions difficiles. Cependant, les viseurs parfois étroits des réflexes numériques d'entrée de gamme peuvent rendre laborieuse cette opération. Lorsque la profondeur de champ est très courte, comme en macro par exemple, une technique peut être utilisée. Il suffit de bloquer la mise au point à une certaine distance et de réaliser des mouvements en avant et en arrière pour parfaire celle-ci sans toucher la bague. Cela accroît la précision, mais nécessite un certain entraînement. La mise au point automatique ou autofocus est maintenant présent sur tous les réflexes numériques en vente actuellement. Pour l'utiliser au mieux, voyons comment fonctionnent les collimateurs et la technique de recadrage. Les collimateurs sont représentés dans le viseur par des points, carrés ou rectangles. Ils peuvent être au nombre de 3 à 45, voire supérieurs. On peut généralement soit laisser l'appareil deviner automatiquement ou faire la mise au point, ou sélectionner via une combinaison de touches un collimateur. Cette dernière solution reste préférable évidemment. Cependant, bien souvent, le collimateur central est plus sensible que les autres. C'est pourquoi on utilisera la méthode de recadrage. Le recadrage consiste à sélectionner le collimateur central, bloquer la mise au point où on le souhaite, et ensuite en appuyant sur le déclencheur à mi-course, pour recadrer ensuite sur la composition que l'on désire. Ici par exemple, avec cette méthode, j'aurais centré mon premier poteau, bloqué la mise au point, puis ensuite décalé ma visée sur la droite. Suivant les appareils, l'opération de mise au point peut cependant prendre plus ou moins de temps. Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, l'appareil fait la mise au point et ensuite prend la photo. Afin d'accélérer le temps de déclenchement, pour saisir un moment précis par exemple, on peut faire la mise au point à l'avance en appuyant à mi-course sur le déclencheur et presser le déclencheur à l'instant T. Choisir l'emplacement précis de mise au point permet parfois de changer radicalement l'impact d'une photo. Le réflexe numérique, à l'opposé des compacts et bridge, permet de plus jouer sur la profondeur de champ grâce à sa taille de capteur supérieure, comme on l'a vu précédemment. Ici par exemple, la photo est très différente. Si l'on fait la mise au point sur le champ de coquelicot au premier plan, ou sur les arbres au second plan. En allongeant au maximum la profondeur de champ, en fermant le diaphragme, on passe à une netteté sur tous les plans. L'œil de l'observateur est d'abord attiré par les éléments nets. Il est donc important de bien savoir modifier la mise au point pour réussir ces photos.
Le flash constitue un apport de lumière artificielle. Difficile à maîtriser et souvent de mauvaise qualité, il peut détruire l'ambiance de la scène photographiée. La plupart des réflexes numériques d'entrée et moyenne gamme possèdent un flash interne que l'on peut solliciter rapidement. Pratique à l'usage, la qualité de lumière est cependant inférieure à celle d'un flash additionnel appelé Cobra. Toutes les marques proposent ce type de flash. Pourquoi un flash externe est-il de meilleure qualité ? Simplement, tout d'abord, parce que la source de lumière est plus grande et éloignée de l'objectif. On peut ensuite orienter le flash de façon à l'utiliser en réflexion sur un plafond blanc par exemple. Enfin, ces appareils possèdent bien souvent une puissance supérieure à leurs homologues internes aux réflexes numériques. On peut enfin adapter des réglages avancés comme l'utilisation d'objectifs grand angle ou la mise en place d'effets stroboscopiques. À l'usage, le flash externe s'avère un outil précieux, mais il est important d'en comprendre le fonctionnement. D'abord, rappelons que les flashs équipant nos boîtiers ont une puissance relativement réduite, quelques dizaines de mètres tout au plus. Inutile donc d'enclencher le flash si l'on souhaite photographier un objet ou une personne au loin. Tenez également compte de cette règle. Plus le sujet est éloigné du flash, moins il reçoit de lumière. La diminution de luminosité est proportionnelle au carré de la distance. Tous les réflexes numériques possèdent maintenant des automatismes efficaces pour gérer le flash, PTTL, ETTL ou ITTL par exemple. Le réflexe numérique calcule donc la puissance et l'angle de projection de la lumière en fonction de la distance du sujet, de l'ouverture et de la vitesse paramétrée. Je vous encourage évidemment à utiliser ces automatismes en corrigeant parfois ceux-ci via la correction d'exposition au flash présent sur les boîtiers. Le flash peut bien entendu servir à apporter une source de lumière lorsque celle-ci est très faible, comme ici par exemple. Bien dosé, on éclaire la scène de façon homogène. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, si votre appareil émet de multiples flashs, c'est qu'il se sert également de cet outil pour faciliter la mise au point automatique. Le flash peut également être utilisé en plein jour pour éclairer un premier plan. C'est ce que l'on appelle le fill-in. Sur cet exemple, la scène se déroule par temps couvert en plein jour. La première photo a été prise sans flash. On note l'ombre disgracieuse générée par la casquette. Pour illuminer les regards de ce couple, j'ai utilisé le flash pour éclairer mon premier plan. La photo à droite est totalement différente et beaucoup mieux. N'hésitez pas à employer cette technique donc avec votre réflexe numérique. Bien que moins prononcé sur les réflexes, il se peut parfois que le phénomène d'yeux rouges apparaisse sur vos photos. Celui-ci est dû à la proximité du flash et de l'objectif, ainsi que de sa puissance mal adaptée. Pour remédier à cela, les constructeurs proposent une option anti-yeux rouges. Cette option consiste généralement à produire un pré-flash précédant la prise de vue afin de réduire la pupille de la personne ou des personnes photographiées. Même si cette option est intéressante, préférez un flash externe de meilleure qualité qui vous évitera ce désagrément. Étudions maintenant la notion dite de synchro-lente associée à l'utilisation d'un flash. Cette première photo a été réalisée sans flash, à l'aide d'un objectif très lumineux, à pleine ouverture et d'une sensibilité élevée. L'automatisme TTL intégré à votre appareil doit fournir les informations de réglage de votre boîtier au flash, afin que celui-ci délivre la puissance nécessaire à un bon éclairage de la scène. Nous travaillerons donc en mode manuel pour imposer nos réglages au flash. Partant de ce principe, j'ai donc réglé ici l'appareil sur une vitesse rapide, d'un 125e de seconde, accompagné d'une ouverture moyenne de focale divisée par 8, f8. On remarque tout de suite que si le premier plan a correctement été exposé, l'arrière-plan est tombé complètement dans l'obscurité. Le flash a fait correctement son travail, mais ne peut pas éclairer correctement les deux plans.
Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une synchro-lente. Une synchro-lente consiste à utiliser les réglages de la première photo sans flash afin de conserver une bonne exposition globale sur tous les plans. J'ai donc ici ouvert mon diaphragme à 2,8 par exemple et descendu la vitesse vers 1/15 de seconde. Le flash a permis d'exposer correctement le visage, la vitesse lente de capturer l'environnement. Sur cette photo, on remarque que les cheveux et les lèvres possèdent des reflets disgracieux. Ce sont les effets du flash interne du réflexe numérique utilisé. Voici enfin la photo réalisée en synchro-lente à l'aide d'un flash externe disposé sur le boîtier. Les reflets ont disparu, les traits sont moins durs grâce à une lumière plus douce. Maintenant que nous savons ce qu'est la synchro-lente, nous allons pouvoir observer les conséquences du réglage dit en premier ou second rideau du flash. Prenons une balle de golf que nous allons faire rouler de droite à gauche. Cette première photo sans flash enregistre le mouvement de la balle grâce à une vitesse lente. On n'aperçoit donc que la traînée du mouvement. La balle roule toujours à la même vitesse, de droite à gauche. Nous avons réduit la vitesse à 1/200 afin de figer son mouvement grâce au flash. Nous sommes en synchro rapide. Si maintenant on règle à nouveau notre vitesse à 1/2 seconde en donnant un coup de flash, nous sommes dans les conditions de la synchro lente vue précédemment. Ici, le flash a bien éclairé notre balle, puis la vitesse lente a permis d'enregistrer son mouvement. L'obturateur s'est ouvert lorsque la balle est passée à l'endroit où celle-ci est identifiable. Le flash d'un temps très court s'est déclenché à l'ouverture de l'obturateur et a éclairé notre balle. Le temps de pause long a ensuite enregistré la traînée blanche. Le fait que le flash se déclenche au début de la pause longue s'appelle une synchro-lente, premier rideau. J'ai maintenant réglé mon flash pour qu'il se déclenche au second rideau. Les réglages d'ouverture, de vitesse et de sensibilité sont les mêmes et la balle va toujours de droite à gauche. La seule différence est que le flash s'est déclenché à la fin de ma pause longue. Nous sommes ici dans une configuration second rideau. Certains flashs possèdent une fonction stroboscopique dont voici la démonstration. Il n'y a ici qu'une seule balle de golf, allant de droite à gauche toujours. J'ai simplement réglé mon flash pour qu'il émette 5 éclairs durant la pause longue, saisissant l'image de celle-ci à chaque fois. Le flash est un outil délicat à manipuler. Il permet cependant de réaliser certaines photographies dans des conditions de lumière impossibles à réaliser sans apport additionnel. Cet outil vous propose également des fonctionnalités créatrices qu'il est intéressant d'utiliser dans certaines situations. Apprenez cependant à le maîtriser en multipliant les essais avec différentes configurations d'éclairage.